On le sait bien, la situation internationale est chaotique et extrêmement anxiogène. Mais le rapport du GIEC est sorti lundi et on tenait à donner à ce rapport l'attention qu'il mérite. Allez, courage, y a pas que des mauvaises nouvelles et spoiler alert, notre avenir climatique est entre nos mains. Le 28 février, vous avez sûrement reçu une alerte sur la sortie du deuxième volet du 6e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors que le premier volet portait sur la compréhension physique du système climatique et du changement climatique, celui-ci se concentre sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation de nos sociétés au dérèglement climatique. Ce rapport montre l'importance de penser ensemble la réduction des émissions et l'adaptation de nos sociétés pour maintenir des conditions de vie dignes pour toutes et tous. Il montre à quel point la lutte contre le dérèglement climatique est politique et systémique. Pour bien comprendre ce dont on parle, pour faire face à l'urgence écologique, il ne s'agit pas seulement de réduire nos émissions. Sinon, ce serait presque simple. Mais il faut aussi prendre en considération l'interaction des systèmes entre eux, les impacts sur la biodiversité, etc. Bref, l'interdépendance. Ce volet est totalement inédit puisqu'il a une approche beaucoup plus systémique et prend aussi en considération la justice sociale, climatique, les inégalités économiques et les discriminations. Et aux joies, il offre des solutions au monde et propose de nombreux leviers d'action. Maintenant qu'on vous a dit tout ça, on peut rentrer dans le détail. Le rapport est très clair sur un point. Nous avons encore le choix. Notre avenir est entre nos mains, mais plus pour très longtemps. Le changement climatique représente une menace grandissante pour le bien-être de tous les êtres humains et la santé de la planète. Tout retard dans la mise en place d'une action préventive d'atténuation et d'adaptation à l'échelle internationale nous ferait perdre la très petite fenêtre d'opportunité qu'il nous reste pour assurer un futur soutenable et vivable pour tous. Sans un changement rapide et une action immédiate et ambitieuse, il nous deviendra impossible de nous adapter aux impacts du dérèglement climatique. En clair, les demi-mesures ne sont désormais plus une option. Pour rappel, le groupe 1 a évalué l'augmentation moyenne de la température à la surface du globe à 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et démontre qu'il y a plus de 50% de chances que nous dépassions les 1,5 degrés de réchauffement à court terme, avant 2040, même dans un scénario de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Bon allez, on parle des impacts ? Alors, bien sûr, il y a des choses que l'on savait déjà, puisque le rapport se base sur plus de 34 000 papiers scientifiques, dont certains sont connus et déjà sortis dans la presse. Pour faire court, le futur est déjà là, et les blessures seront impossibles à guérir si nous n'agissons pas vite. Et encore une fois, c'est pire que ce que l'on pensait. L'étendue et l'amplitude des impacts du dérèglement climatique sont plus importants que ce qui avait été prédit par les évaluations précédentes. Alors bien sûr, chaque dixième de degré en moins peut sauver littéralement des espèces et des vies, mais une partie des conséquences est déjà enclenchée et irréversible. Ce qu'écrit le GIEC, c'est que les événements climatiques extrêmes ont déjà eu des impacts irréversibles, en poussant les systèmes humains et naturels au-delà de leur capacité à s'adapter. En fait, le mot d'ordre de ce rapport, c'est la justice. Clairement, nous ne sommes pas égaux face aux conséquences du dérèglement climatique. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en a beaucoup parlé pendant la COP26. Dépasser les 1,5 degrés de réchauffement, c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de personnes. 1.5 is what we need to survive. En moyenne, environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Les populations les plus vulnérables sont affectées de façon disproportionnée. En fait, de la même manière que la pandémie, les risques climatiques exacerbent les inégalités. Ça fait 8 mois qu'avec mes enfants, on mange cette plante tous les jours et rien d'autre, car il n'y a pas de pluie et donc pas de récolte. Le rapport insiste pas mal là-dessus, et je cite, il est possible de réduire les risques associés au dérèglement climatique en atténuant l'exposition et la vulnérabilité des systèmes naturels et des sociétés humaines. Mais les causes profondes de la vulnérabilité de certaines populations sont en partie liées au contexte politique, économique et sociaux, à la fois présents mais aussi hérités. Et c'est aussi ça qu'il faudrait changer dans l'idéal. Le dérèglement climatique entraîne aussi la chute de la biodiversité. Plus le niveau de réchauffement global augmente, plus les risques d'extinction des espèces sont grands.
Sur la trajectoire actuelle, qui nous mène à environ plus 3 degrés, un tiers des espèces terrestres sont confrontées à un risque très élevé d'extinction. Par exemple, la moitié des espèces recensées a migré vers les pôles ou vers des zones plus élevées sur les terres. On compte déjà des centaines de pertes d'espèces au niveau local à cause des extrêmes de chaleur. Bonne nouvelle, ça craint aussi pour nous. Le changement climatique et les événements extrêmes qui en découlent augmenteront considérablement les problèmes de santé et les décès prématurés à court et à long terme partout dans le monde. L'exposition de la population aux vagues de chaleur continuera d'augmenter avec le réchauffement et avec de fortes différences géographiques dans la mortalité liée à la chaleur si on ne s'adapte pas. D'ailleurs, dans le rapport, ils expliquent qu'en France, d'ici à 2050, le nombre de personnes mourant de chaleur chaque année va passer d'environ 1500 à plus de 5000 si les émissions continuent à être élevées. Une France à 50 degrés, à quoi cela peut-il donc ressembler ? Le dérèglement climatique cause de plus en plus de maladies directement liées à l'alimentation ou à l'eau. Les zoonoses émergent dans de nouvelles régions, ce qui pourrait mettre en danger des milliards de personnes. C'est beaucoup plus inattendu, mais tout aussi grave. Le dérèglement climatique a augmenté les problèmes de santé mentale de façon globale, et en particulier en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Dans les régions évaluées, les problèmes de santé mentale sont liés à l'augmentation des températures, au traumatisme lié à des événements extrêmes, comme des cyclones par exemple, ou encore la perte d'habitation. Les problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété et le stress, devraient donc augmenter en cas de poursuite du réchauffement climatique dans toutes les régions évaluées, en particulier pour les enfants, les adolescents, les personnes âgées et aussi les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. On risque aussi de manquer d'eau. Dans les petites îles, la disponibilité des eaux souterraines est menacée par le changement climatique. Certains bassins fluviaux dépendent de la fonte des neiges, et une perte de masse des glaciers à l'échelle mondiale devrait réduire la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, l'hydroélectricité et les établissements humains à moyen et long terme. Il faut savoir que la moitié de la population mondiale fait déjà face à de graves pénuries d'eau pendant une partie de l'année. Aussi, jusqu'à 3 milliards de personnes pourraient connaître une pénurie chronique d'eau en raison de sécheresse dans le cas d'un réchauffement de 3 degrés. Les risques liés à la disponibilité physique de l'eau et les dangers liés à l'eau continueront d'augmenter à moyen et à long terme dans toutes les régions évaluées. Et comme d'habitude, plus le réchauffement sera élevé, plus le risque sera important. D'ailleurs, manque d'eau, mais aussi de nourriture, n'est-ce pas Paloma ? Oui, ça fait partie des bonnes nouvelles de ce rapport à cause de l'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la gravité des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur, ainsi que l'élévation continue du niveau de la mer. Tout ceci menace notre sécurité alimentaire, en particulier dans les régions vulnérables. Pour vous donner un élément de contexte, les pertes de récolte dues à la sécheresse et aux chaleurs extrêmes ont triplé en Europe au cours des 50 dernières années et devraient encore s'accentuer. Au niveau de la production agricole, le réchauffement climatique affaiblira progressivement la santé des sols et les services écosystémiques, comme par exemple la pollinisation. Il augmentera la pression exercée par les ravageurs, comme les criquets migrateurs, et les maladies qui touchent les cultures. Le dérèglement climatique réduira aussi la biomasse des animaux marins, alors que c'est une des principales sources de protéines animales pour 3 milliards de personnes sur la planète. D'ailleurs, on risque aussi de manquer de vin, pas vrai ? Ouais, il y a une étude qui est citée là dans le rapport, et en fait, il y a les producteurs de vin français qui sont aussi menacés, par exemple dans les régions viticoles comme Bordeaux ou Montpellier. Elles vont devenir beaucoup moins propices à la culture de la vigne. Where's my wine? Autre sujet, concernant la migration, les déplacements de population dans les régions fortement exposées et ayant une faible capacité d'adaptation, évidemment ça augmentera. Mais c'est intéressant à noter, et surtout d'actualité, que par rapport à d'autres facteurs socio-économiques, l'influence du climat sur les conflits est jugée relativement faible. Bien sûr, ça reste un facteur aggravant. En fait, ce que montre ce rapport, c'est qu'on risque de déclencher des cercles vicieux. Plus le réchauffement augmente, plus il y aura de dégâts. Les aléas climatiques vont se produire simultanément, et donc augmenter le risque global, mais aussi entraîner des risques en cascade. Pour vous donner un exemple, l'augmentation des températures et des sécheresses vont à la fois entraîner des pertes de production alimentaire, mais aussi des pertes de productivité de la main-d'œuvre. Clairement, sous 50 degrés, c'est plus difficile de travailler. Résultat, les revenus des ménages diminuent pendant que les prix, eux, le niveau de malnutrition et de mortalité continuent à augmenter. En France, avec la poursuite du réchauffement, le risque de sécheresse augmentera dans la région méditerranéenne. Sachant que la sécheresse coûte déjà à la France environ 1,2 milliard d'euros par an.
Ce qu'il faut bien comprendre, si on reste sur l'exemple de la France, c'est qu'elle sera frappée par les effets des changements climatiques qui se produisent à la fois sur son territoire, mais sera aussi affectée par les conséquences des changements qui se produisent ailleurs dans le monde, puisque le changement climatique va affecter les chaînes d'approvisionnement internationales, les marchés, la finance et le commerce, et va donc réduire la disponibilité de certains biens en France et augmenter leur prix, ou encore bouleverser nos marchés d'exportation. Autre info, si on fait n'importe quoi, on va le payer longtemps. Un réchauffement supplémentaire supérieur à 1,5 degré aura des effets irréversibles sur certains écosystèmes à faible résilience, tels que les écosystèmes polaires, montagneux et côtiers. Maintenant qu'on vous a bien plombé, désolé, on va parler de ce qui nous intéresse, notre marge de manœuvre, pour, au-delà d'atténuer le dérèglement climatique, nous adapter et augmenter notre capacité à absorber les chocs à venir. Alors attention, quand on parle d'adaptation, il ne s'agit pas de mettre des couvertures sur les glaciers, d'habiter sur Mars, de créer de la pluie artificielle ou encore de renvoyer le CO2 dans des fusées vers l'espace. La technologie n'est pas la solution magique. Il y a d'ailleurs dans le rapport un passage très intéressant sur un exemple de géo-ingénierie, la modification du rayonnement solaire. Et le GIEC rappelle que les approches de modification du rayonnement solaire, si elles devaient être mises en œuvre, introduiraient un large éventail de nouveaux risques pour les personnes et les écosystèmes qui ne sont pas bien compris. Et toc Elon Musk. Some people think I'm an alien. Not true. Bon, revenons à l'adaptation. Elle joue un rôle central dans la réduction de l'exposition et de la vulnérabilité de nos sociétés au dérèglement climatique. Mais, problème, le GIEC souligne un accroissement du retard des mesures d'adaptation malgré leurs effets bénéfiques. Concrètement, ça marche, mais on n'en fait pas assez. Ce rapport met particulièrement en évidence leur faisabilité. Une vaste littérature scientifique démontre que les contraintes économiques, institutionnelles, physiques sont pour la plupart moyennement ou facilement dépassables. Il s'agit donc de volonté, tout simplement. En réalité, les actions d'adaptation les plus complexes sont minoritaires. Sur les 23 actions d'adaptation identifiées, comme par exemple améliorer l'efficacité de l'usage de l'eau, renforcer les protections côtières ou encore perfectionner la gestion des catastrophes naturelles, 12 sont moyennement ou très faciles à mettre en place. En revanche, le temps presse. Plus le réchauffement climatique s'intensifie et plus les mesures d'adaptation deviennent complexes, voire impossibles. Encore une fois, il est temps de se bouger. La littérature scientifique, elle démontre que les efforts d'adaptation ils sont plus efficaces s'ils sont réalisés en incluant les populations locales. Le renforcement des capacités et la participation significative des groupes les plus vulnérables et marginalisés, ils permettent de meilleurs résultats d'adaptation. L'enjeu est donc aussi démocratique. Par exemple, les scientifiques ont observé que la coopération avec les communautés locales et les peuples autochtones, ainsi que la reconnaissance des droits inhérents des peuples autochtones, font partie intégrante de la réussite de l'adaptation des forêts dans de nombreuses régions, comme par exemple sur les actions de conservation. Il y a urgence à améliorer nos politiques d'adaptation, car certaines mesures d'adaptation ne seront bientôt plus possibles. Et oui, une partie des écosystèmes, comme certains coraux, forêts tropicales ou régions polaires, ont atteint des limites dites dures, c'est-à-dire un point de non-retour. Les limites dites souples de certaines adaptations humaines ont été atteintes, mais peuvent être surmontées, en s'attaquant à une série de contraintes, principalement financières, de gouvernance, institutionnelle et politique. On va y revenir. Le GIEC alerte sur le déficit de financement des mesures d'adaptation. Clairement, le financement mondial du climat a augmenté depuis le 5e rapport en 2014, mais les flux financiers mondiaux actuels pour l'adaptation, y compris les sources de financement publics et privés, sont insuffisants et limitent la mise en œuvre des mesures d'adaptation. Et ce, en particulier dans les pays en développement. On peut ici penser aux plans de relance qui ont été des occasions manquées. Le GIEC rappelle que l'adaptation ne peut pas tout. Et surtout, ne peut pas empêcher la surexposition des populations les plus modestes aux effets du réchauffement climatique. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sera, quoi qu'il arrive, pas le même demain. Avec le réchauffement climatique, les pertes et les dommages augmentent et deviennent de plus en plus difficiles à éviter, tout en se concentrant fortement sur les populations les plus vulnérables. Il faut faire attention aux mesures de maladaptation. À nouveau, le GIEC affirme par ailleurs que la maladaptation affecte particulièrement les groupes marginalisés et vulnérables. Il y a le cercle vicieux, mais aussi le cercle vertueux qu'il nous appartient d'enclencher. Les efforts d'adaptation entraînent des effets bénéfiques plus larges. Pour vous donner un exemple d'adaptation qui marche, le fait de végétaliser les villes, ça peut apporter un rafraîchissement local et donc nous permettre de mieux faire face aux canicules.
En fait, pour que ça marche, le GIEC souligne l'importance de l'émergence de conditions sociales et politiques favorables à l'action contre les effets du réchauffement climatique. Ouais, en gros, ce qu'il faut, c'est des politiques et des instruments avec des objectifs et des priorités clairs, une meilleure connaissance sur les impacts et les solutions, plus de financement, et des processus de gouvernance inclusifs. Bref, pas exactement ce qu'on est en train de faire. Pas vraiment, non. Dernière partie, le développement résilient au changement climatique. Ce que met en avant ce rapport, c'est la nécessité absolue de développer une résilience climatique, qui prend en considération les actions d'atténuation et d'adaptation dans une approche systémique, basée sur l'approche une seule santé, la nôtre, celle des écosystèmes et de la planète et les droits humains. La résilience montre qu'il ne s'agit pas simplement de maintenir les fonctions vitales d'une société, son identité, sa structure, mais aussi sa capacité à se transformer. Je cite, au regard des impacts, des vulnérabilités, des risques, le développement de cette résilience est encore plus urgent que ce qui avait été évalué lors du RE5. Il y a un réel besoin de réponses efficaces et innovantes. Le GIEC l'affirme, si on parvient à limiter le réchauffement en dessous de la barre des 1,5 degrés, il y aura plus de bien-être, moins de risques, plus de justice, d'équité, une meilleure santé des écosystèmes, une baisse de la pauvreté. Bref, on a vraiment tout à y gagner. Et bonne nouvelle, pour une fois, la justice sociale et climatique contribue à des avantages multiples pour la santé, le bien-être et les services écosystémiques, y compris pour les peuples autochtones et les communautés marginalisées et vulnérables. Plus de justice réduit les risques. Les auteurs le disent clairement. Pour être plus résilients, nous aurons besoin d'une meilleure coopération internationale. Il faudra que les gouvernements travaillent à tous les niveaux, avec les communautés, le corps enseignant, la société civile, les institutions scientifiques, les médias, les investisseurs, tout en travaillant main dans la main avec des groupes qui sont traditionnellement marginalisés, les femmes, les jeunes, les peuples indigènes, les communautés locales et les minorités ethniques. Bref, il faut qu'on arrête de travailler en silo et qu'on apprenne à coopérer. Et oui, encore un enjeu démocratique très clairement. Et là, ce passage est vraiment intéressant parce qu'ils écrivent « Le développement de la résilience progresse quand les acteurs travaillent de façon juste, équitable et de manière à réconcilier les différents intérêts, valeurs et visions du monde vers plus de justice et d'équité. » Bref, la vulnérabilité qu'on peut appeler structurelle au changement climatique peut être réduite à travers l'élaboration de politiques, de lois qui vont du local au global et s'attaquent aux inégalités basées sur le genre, l'origine, l'âge, les handicaps, le lieu et les revenus. Très woke, hein, finalement, ce GIEC. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Bon, bah là, je crois qu'on a tout. Ça y est, c'est assez clair, non? T'en penses quoi? Pour conclure, on peut reprendre les mots de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui dit à propos de ce rapport « Le rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine et une accusation accablante de l'échec du leadership climatique. » Finalement, si vous deviez ne retenir qu'une chose, chaque minute perdue met en danger des vies. On n'y arrivera pas sans inclure les minorités et concerter les populations locales. On a de nouveau la confirmation que l'inaction devient plus coûteuse que l'action. Alors on n'a plus d'excuses. Il faut avoir le courage de la lucidité, ça devient vraiment urgent. Il reste une toute petite fenêtre d'action, on a encore le temps pour s'adapter, mais c'est vraiment maintenant ou jamais. Finalement, on aurait pu faire une vidéo super courte, genre juste prendre ce bout-là, puis le poster, quoi. Non, je sais pas. Bon merci déjà, vraiment du fond du cœur d'être resté jusqu'ici. C'est un peu une première, on avait envie de faire une vidéo ensemble pour vous expliquer ce rapport du GIEC. On a passé la nuit de dimanche à le lire en entier et la journée à essayer d'écrire quelque chose et c'est en fait très compliqué de garder toute la matière scientifique sans la dénaturer, donc on sait qu'il y a eu pas mal de termes un peu complexes, quoi. Et en même temps, on sait que la fenêtre médiatique est très très faible. Le temps dont on va commencer à parler du GIEC, malheureusement, est très faible. Donc c'était important pour nous de le faire vite. Du coup, c'est imparfait. Donc on espère que vous allez nous excuser. Mais tout ce qui est dedans est vrai. Et c'est surtout ça qui compte, finalement. Et surtout, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour liker la vidéo, la partager, l'envoyer à des amis. La raison pour laquelle on l'a faite, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on parle le plus massivement possible de ce deuxième volet du 6e rapport du GIEC et que aussi le sujet écologique, le sujet climatique soit présent dans cette présidentielle. On vous invite donc à faire sortir le rapport en dehors des écrans.